la zone que l'on crée, elle est en elle-même un facteur de la convergence des économies. La question n'est pas d'attendre que l'économie guinéenne soit au même revenu par tête que l'économie ghanéenne pour que les deux puissent ressembler à l'UMOA et que tout ça puisse faire une zone plus large. On sait que la création de la zone et l'entrée dans la zone est un facteur de convergence en soi. Donc la dynamique, j'y crois tout à fait. À l'intérieur de l'eurozone, vous avez des provinces qui ont le même niveau d'écart de revenus par tête que ce que nous avons à l'intérieur de la CEDEAO. Vous avez des territoires immenses, hétérogènes, couverts par une même monnaie. Le système de réserve fédérale, il n'a été stabilisé aux États-Unis qu'en 1913. En quoi c'est être homogène que d'être dans la Rust Belt, au nord, qui est en train de se désindustrialiser, plutôt que d'être dans le sud, soit le sud pétrolier, soit le sud en plein boom industriel, en quoi c'est homogène? Mais vous avez un système de réserve fédéral qui est capable de traiter d'un point de vue monétaire, d'un point de vue de distribution du crédit, et au point de vue fédéral de faire des péréquations entre les plus pauvres et les plus riches. Vous avez une façon fédérale de gérer la monnaie qui ne suppose pas que vous soyez tous à égalité. Donc nous allons parfaitement surmonter l'hétérogénéité de la CEDEAO. Donc ça, c'est pour moi pas un problème. Je dis au Nigeria près, et encore, je pense, le Nigeria ressemble de plus en plus à l'UMOA. Le Nigeria, il a un petit problème que n'a pas le Ghana, que n'a pas la Guinée, que n'a pas le Cap-Vert, c'est qu'il a un contre-cycle de l'UMOA. C'est-à-dire, le pétrole est une ressource d'exportation et de finances publiques telle que, évidemment, le Naira est une pétromonnaie. Donc, quand le baril est à $100, le Nigeria va beaucoup, beaucoup mieux, il est en plein boom, on n'est pas avant 2015, et l'UMOA va pas très bien, parce qu'elle est importateur net, et elle est à contre-cycle, parce que le CFA n'est pas une pétromonnaie. En revanche, aujourd'hui, l'UMOA est bien en avance sur le Nigeria en termes de tous les indicateurs économiques, pour une raison très simple, c'est que le baril est faible. Sur une année, il est tombé à 26, remonté à 70, mais enfin, grosso modo, il a un poids moyen qui est pas très loin du prix de revient nigérian, donc c'est un vrai facteur de déséquilibre. Donc, mais ce qui est frappant, c'est qu'est-ce qui progresse dans l'économie nigériane? Le tertiaire, très vigoureusement, et l'agriculture. Il y a eu une révolution agricole, et maintenant il y a une révolution de l'industrialisation des produits agricoles, c'est-à-dire les filières aval. On va tout droit, aujourd'hui, les hydrocarbures, c'est 15% du PIB du Nigeria. On va tout droit à une normalisation par rapport au sujet des hydrocarbures. Le problème, c'est que c'est encore, faute d'industrialisation manufacturière assez avancée, c'est vrai que c'est encore 80% des recettes d'exportation. Mais ça n'est plus que 15% du PIB. Donc, ne vous y trompez pas, avec des populations totalement les mêmes, les Hausa et les Yoruba. Moi, je ne suis pas nigérian, ma grand-mère est nigériane, mes petits-enfants portent des prénoms nigérians, si vous voulez, puisqu'ils portent des prénoms Yoruba, si vous voulez. Ce sont les mêmes peuples et c'est la même économie. Et c'est très homogène. Donc, le Nigeria va ressembler de plus en plus au reste de la CEDEAO, et c'est même pour les gens qui voudraient défendre avec des arguments modernes, par rapport à mes vieux arguments orthodoxes, il faut qu'une monnaie fasse bien son travail, etc., défendez l'éco en disant, pour que l'éco s'élargisse jusqu'au Nigeria, il va falloir que les hydrocarbures prennent de moins en moins d'importance dans l'activité économique et du Nigeria, qui en est parfaitement conscient, qui travaille sur l'économie post-hydrocarbures, post-fossile. Et donc, vous allez avoir un lien très direct entre la baisse du poids de l'énergie fossile. Et regardez tout ce que fait le Nigeria en énergie renouvelable, par exemple. C'est de loin le plus actif dans la CEDEAO. Mais vous allez petit à petit avoir un écho qui sera possible parce que ces économies seront plus homogènes, parce qu'elles seront
beaucoup moins carbonée. C'est ça. Et c'est l'avenir à 5-10 ans. Donc, l'écho est très très favorable. Je vois que vous êtes impatient de me voir terminer, donc je vais terminer. Mais en 2 phrases. Je ne crois pas non plus que la dispersion de la croissance, c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent à une croissance plus élevée que d'autres, le Ghana, la Côte d'Ivoire plus que le reste de la région, l'UMOA en moyenne période fait 2 fois la croissance nigériane. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on sera débarrassé du CFA, etc., on fera enfin la croissance des anglophones. Bon, alors soyons très clairs, hein, la croissance la plus élevée d'Afrique, elle est dans 2 zones qui se ressemblent d'ailleurs, le CA, Kenya, Ouganda, Tanzanie, et dans l'UMOA. C'est ça les 2 zones, c'est ça les 2 locomotives. Et évidemment, le CA est un tout petit peu plus touché par des sujets comme le tourisme, etc. Et donc, à aujourd'hui, la locomotive de la croissance en Afrique, c'est l'UMOA. Bon, ce que tout le monde vous explique, dès qu'on aura une monnaie fondante qui ressemble au NERA ou au CEDI, vous verrez qu'on aura un booster de croissance. Vous verrez dans les papiers scientifiques, est-ce qu'il faut une monnaie sous-évaluée ou surévaluée? On fait plus de croissance si on a une monnaie sous-évaluée, vous verrez. C'est tout un débat, mais enfin, en tout cas, la réalité empirique, c'est que, oui, il y a un différentiel de croissance, c'est-à-dire que l'UMOA est très en avance sur le Nigeria, mais qu'à l'intérieur de la ZMAO, vous avez un Ghana qui a des performances à l'ivoirienne. Ça n'a rien à voir avec le change, ça a à voir dans la confiance que les investisseurs du monde entier donnent au Ghana. Le Ghana reçoit à lui tout seul un multiple de flux direct d'investissement étranger supérieur à un multiple de ce que toute l'UMOA reçoit. Bon. Il y a donc des facteurs fondamentaux de confiance, d'efficacité, etc. Et donc, à mon avis, ça n'a pas grand rapport avec la monnaie. Et ce qui est important, c'est l'attractivité. Et ça, si vous voulez, c'est beaucoup plus important que l'historique de dispersion de la croissance. Je ne crois pas une seconde que la différence, monsieur le professeur Dio, de système juridique pose problème. Maintenant, toutes nos entreprises sont sorties de leurs frontières. Toutes les entreprises dynamiques du Togo, elles vendent au Ghana et au Nigeria. Toutes celles du Bénin, la même chose. Ce sont en plus des pays hub, des pays entrepôts, des pays... bon. Tout le monde sort de ses frontières. Alors, nous avons fait des grands progrès juridiques avec l'OHADA, mais nous n'avons aucun problème à travailler en common law et en civil law. On a besoin d'avoir des traducteurs et on a besoin d'avoir des juristes bien formés à l'université de Lomé. Et il y a des cours à l'université de Lomé de common law. Donc, les systèmes juridiques, toutes les entreprises, prenez n'importe quelle multinationale. Mais nos multinationales peuvent être multinationales ivoiriennes. Tout à l'heure, je parlais avec le président de Attijari au Togo. Nos multinationales sont africaines. Enfin, prenez tous les Nestlé, les Procter, les de ce monde. Vous croyez un instant que ça les arrête d'avoir des frontières juridiques, des frontières linguistiques? Alors, si vous pensez que c'est grave, prenez une carte de l'Union européenne. Comptez le nombre de langues de travail à l'intérieur de l'eurozone. Regardez les différences de droit entre le droit romain d'origine et les droits anglo-saxons, le droit gaélique, etc. Mais écoutez, c'est beaucoup plus simple dans notre région. Donc nous avons la dispersion juridique, la dispersion de croissance, les différentiels d'inflation les plus simples. Et alors, dernier argument, souvent les gens disent « mais la monnaie, c'est le pouvoir ». Vous comprenez? C'est la puissance, c'est le leadership. Est-ce que la domination de l'économie allemande a empêché la création de l'eurozone? Oui, c'est un moment, quelqu'un, une puissance qui a un avantage monétaire, dit « je sacrifierai le Deutschmark, mais c'est dans mon intérêt d'avoir une zone beaucoup plus large, avec tous les bénéfices de concurrence, d'économie d'échelle, de libre circulation, d'innovation, etc., qui sont les bénéfices habituels d'avoir la zone la plus large. » Ben dans ce cas-là, regardez l'Allemagne, il n'y a aucune raison, il n'y a rien de rationnel
à ce qu'il y ait une lutte pour le leadership dérisoire de rester le premier dans un groupe de nains, alors qu'on peut créer une économie collective géante. Ça n'a aucun sens. Deuxième chose, franchement, gérer ça de façon fédérale, où va-t-on mettre la Banque centrale? Voilà que les magnifiques bureaux de Dakar vont être désertés. Voilà que jamais le Nigeria n'acceptera que la Banque centrale ne soit pas à Abuja. Enfin, c'est dérisoire comme problème. Regardez l'eurosystème. Est-ce que quelqu'un a quitté le somptueux hôtel de l'Avrière où siège la Banque de France depuis sa création par Napoléon? Mais bien sûr que non. Vous avez ajouté une banque centrale à Francfort pour l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que ça a réduit l'influence et obligé à déménager la Bundesbank? Non. Donc si vous voulez, toutes ces idées qui dans notre génération existent encore, nous avons énormément d'obstacles à faire la monnaie nouvelle, nous n'en avons que très 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 peu. Prenez la psychologie des chefs d'entreprise de notre région et vous verrez, tous ces sujets se règlent et se gèrent, et d'ailleurs, ils se sont gérés partout ailleurs dans le monde où on a créé ce genre de monnaie. Voilà l'espèce de message assez optimiste sur pourquoi on va se créer une monnaie bien équipée, sans grande difficulté. Il suffit d'y croire, il suffit de convaincre nos étudiants dans la salle, parce que ça va reposer sur leurs efforts. Merci. Merci beaucoup, M. Zinsou.